Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Avant de passer à l'épisode qui va suivre, je tenais à vous remercier pour tous vos partages et les notes que vous mettez, notamment sur Apple Podcast, et également pour vos commentaires. Ils sont de plus en plus nombreux, et aujourd'hui je tenais à faire un petit coucou à Frédéric S68 pour son petit mot qui m'a beaucoup touchée. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des petits messages personnalisés, donc merci. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast en parlant autour de vous, en le notant du coup sur Apple Podcast, en le partageant, mais vous pouvez également désormais contribuer à sa production et le soutenir via la plateforme de financement participatif Tipeee. En participant à hauteur de 1-2 euros par mois, vous m'aidez du coup à le pérenniser et pourquoi pas à le développer par la suite. J'ai fait un très court épisode à ce sujet lundi dernier où je vous explique justement le principe, donc si c'est inconnu pour vous, n'hésitez pas à aller l'écouter et de toute façon je mets le lien vers la page Tipeee en description de l'épisode. Un grand merci à vous. Alors pour ce nouvel épisode et le premier de 2020, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Émilie sur son histoire et sa pratique de la course à pied. Émilie, elle a toujours aimé le sport, mais elle a fait tout de même une grande pause d'environ 10 ans et elle s'y est remise il y a 5 ans maintenant. Lorsqu'en arrêtant la cigarette, elle a essayé de trouver une autre drogue, et du coup une meilleure drogue pour son corps. Au bout de quelques mois, elle a découvert Instagram qui a révolutionné sa pratique grâce à des programmes sportifs, mais également et surtout une communauté de personnes qui l'inspire et la motive encore aujourd'hui. Durant notre échange, on met beaucoup en parallèle sa progression sportive, donc de ses premiers runs, son premier dossard, son premier semi-marathon, mais également ses 4 marathons courus depuis, avec le développement de sa communauté sur Instagram. On parle du rôle que ça a joué, de ce que ça lui a apporté, mais également quelles ont été les erreurs qu'elle a pu faire, les enseignements qu'elle en a tirés. Globalement, on parle beaucoup de son rapport au sport, qui est parfois bénéfique, mais parfois destructeur, dû à un manque de confiance en elle qui lui fait parfois douter de sa légitimité. Alors heureusement, avec le temps, l'expérience, ce rapport évolue, et elle recherche aujourd'hui plus la qualité, avec des courses qui lui apportent humainement parlant, donc c'est un sujet qu'on aborde vraiment en profondeur dans notre échange. Et on parle justement de ses prochains objectifs sportifs, dont notamment la Sénégazelle qu'elle va courir en avril prochain. On en parle largement dans l'épisode, mais quelques mots peut-être dessus dès l'introduction. C'est une course solidaire qui consiste à courir une dizaine de kilomètres chaque jour jusqu'à une école au Sénégal pour faire don de fournitures aux élèves. Et donc pour ça, il faut des financements. Et Émilie, qui est une maîtresse passionnée, a d'ailleurs mis en place une cagnotte dont on vous met le lien dans la description de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller y participer en cliquant sur le lien. Avec Émilie, on aborde donc une vision du sport remplie d'humanité, d'émotion et de partage, qui est d'ailleurs probablement le mot qui revient le plus durant notre échange. Le sport pour tout ce qu'il offre d'amour et de vie, c'est ce que je vous propose de découvrir en nous écoutant sans plus attendre. Très bonne écoute. Alors bonjour Émilie. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir chez toi, qui est en fait dans mon ancien immeuble. Voilà pour l'anecdote quand même. Il faut qu'on en fasse part. Exactement. C'est que lorsque Émilie m'a donné son adresse, j'ai un petit peu bugué parce que c'était mon ancienne adresse à un moment et il se trouve que t'es l'appartement juste en dessous mon ancien appartement. On aurait pu être voisines à quelques années près, ça aurait été très drôle. Donc voilà, le hasard, la part de hasard dans tout ça, on ne sait pas ce qu'elle fait là. En tout cas, je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Mais je suis ravie que tu sois venue à la maison et de pouvoir discuter avec toi de sport. Super. Alors Émilie, t'es institutrice en primaire. Oui. Un métier passion que tu prends beaucoup de plaisir à exercer et que tu partages d'ailleurs sur ton compte Instagram qui s'appelle Milixi. Oui. On mettra le lien en commentaire pour ceux qui ne te connaissent pas et tu partages du coup autour de ton métier mais également autour de ton autre passion qui est le sport et en particulier la course à pied récemment. En effet. Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie ? Oui, parce que dès mon plus jeune âge, ma mère m'a inscrite à des cours de natation pour m'apprendre à nager et en fait je me suis prise d'affection pour ce sport. Je faisais de la compétition, je n'étais pas particulièrement douée mais je faisais de la compétition. J'ai passé une bonne dizaine d'années en club en natation. Un peu plus tard, je me suis mise à faire de l'athlétisme. J'étais bonne curieusement, c'est pas de la course à pied, mais en vitesse. C'était c'était ma spécialité, le 80, le 100 mètres. Et je faisais aussi du 110 mètres haies.
j'étais moins douée en javelot et compagnie. Bon, bref, la course, mais la course puissance, la course en force, c'était ma spécialité. Et puis, j'ai fait d'autres sports. Au lycée, j'étais en option sport. Je faisais du volley, du badminton en spécialité. Mais il y avait le cross aussi. Je suis allée aux France d'ailleurs avec mon équipe. Et même, tu vois, de discuter avec toi, ça me fait me rappeler d'une chose. En 4e, et pourtant la course à pied, j'aimais vraiment pas ça. J'ai gagné le cross du collège. Bravo. Ouais, sous une pluie absolument battante. Pourquoi on imagine toujours le cross sous la pluie avec de la gadoue? Ah, c'était terrible. Et ce cross-là, tu vois, c'est marrant de m'en souvenir là à cet instant, mais ce cross a été assez marquant parce que j'allais pas bien du tout dans ma vie. Mes parents étaient en plein divorce. Je comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais une gamine, quoi. Mes parents se séparaient. On vivait dans une petite ville en province et voilà, les gens te regardaient un peu bizarre, tu vois. C'était en 98. À l'époque, les divorces, ça se faisait pas trop, surtout dans une petite ville comme celle-là, dans le Jura. Donc voilà. Et en fait, j'ai tout donné ce jour-là. J'ai tout donné sur cette course dans la gadoue. Je voyais pas à 3 mètres parce que il pleuvait des trompes d'eau. Et lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai été soulevée de terre, en fait. Et en fait, c'était les garçons de ma classe qui étaient trop heureux, qui me disaient, Émilie, t'as gagné. Mais j'ai gagné quoi? Bah, le cross! Ah bon? Trop bien. Ouais, voilà. Donc, petite fierté, je crois que j'ai toujours chez ma mère ma médaille. Félicitations, Merci, c'est gentil. J'ai pas regagné depuis, hein. C'était juste avec les tripes, tu vois, cette année-là. Depuis, bon. Et puis, du coup, oui, je faisais option sport au lycée et le sport a quand même fait toujours partie de ma vie. Vraiment. Mon papa fait beaucoup de sport, ma maman était prof de sport aussi avant de se reconvertir. Donc voilà, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, véritablement. Est-ce qu'à un moment, t'as fait une pause, par hasard? Une grosse pause, en effet, qui a duré une bonne dizaine d'années, parce qu'en fait, lorsque j'ai passé mon bac, je suis partie vivre à Poitiers, à une centaine de kilomètres de chez mes parents. Et en fait... Ben voilà, les études, le fait que j'avais un boulot, je travaillais tous les lundis, tous les mercredis et tous les samedis pour payer mes études. Ça m'a empêché en fait d'aller plus loin au niveau sport. J'avais plus le temps, j'étais fatiguée. Bon, je faisais aussi beaucoup la fête en tant qu'étudiante. Du coup, mes soirées étaient occupées à autre chose qu'à faire du sport. Et enfin, je faisais les marathons, mais des bars. Voilà. Donc voilà. Et, il y a des médailles fait, aussi pour ça? Oui, non, il y a pas de médaille. Il y a les coups de mou le lendemain, les gueules de bois plutôt, mais la récup. Voilà, exactement. Mais en fait, après ça, je suis partie vivre en Angleterre. J'ai enseigné en Angleterre et ensuite je suis revenue en France avec l'idée en fait, j'ai découvert mon métier en Angleterre. J'ai eu la chance de découvrir l'enseignement là-bas. Et lorsque je suis revenue en France, j'ai repris mes études pour pouvoir passer le concours de professeur des écoles. Et en fait, pendant une bonne dizaine d'années, tout ça a fait que je n'ai pas fait de sport. Mon arrivée sur Paris me l'a empêché aussi dans le sens où il a fallu que je m'acclimate à cette vie. Au transport en commun, à la vie à 100 à l'heure, le fait que j'étais pas véhiculée, que je pouvais pas sortir comme je voulais, que la nature ici, elle est pas forcément accessible, et puis que voilà, j'ai mis le sport entre parenthèses pendant plus de 10 ans. Et comment t'as repris? Eh ben, il y a eu un jour un déclic parce que la nourriture était pas forcément saine à l'époque. Je me nourrissais pas bien, j'avais pris beaucoup de poids, mais je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Mais il y a eu un jour où en fait j'ai arrêté de fumer. J'étais une grosse fumeuse et j'ai arrêté de fumer. Je me suis dit qu'il me fallait une autre drogue et que la meilleure des drogues possibles pour combattre la nicotine, c'était le sport. Donc je me suis inscrite dans une salle de sport. J'y suis restée 6 mois avant de me rendre compte que mes exercices n'étaient pas assez évolués, assez construits pour que je puisse perdre du poids. Ça m'a permis d'arrêter de fumer, ça m'a aidée, mais ça m'a pas permis non plus de contrebalancer tout ça et de me dire bon bah voilà, je vais me remuscler. Et bon, je suis un peu une compétitrice aussi dans l'âme face à moi-même. J'avais envie de me donner des challenges. Je me suis dit, bon voilà, il serait temps que tu bouges un peu. Et en fait, il y avait à la salle de sport où j'étais, il y avait une nana trop belle, trop bien foutue, magnifique, que j'admirais beaucoup. Et je la voyais toujours faire des exercices que je connaissais pas à l'époque, tu vois, des squats, des burpees et tout. Je connaissais pas, moi, tout ça. Et j'ai osé aller lui parler un jour en lui disant, salut, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu trouves tous tes exercices? Je trouve ça bien, machin. Elle m'a dit, ah, bah, c'est sur Instagram. Moi, j'ai dit, ah, d'accord, on est en 2019, c'était il y a 4 ans. Je ne connaissais pas Instagram, je ne savais pas ce que c'était. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé qu'est-ce que c'était Instagram et je me suis inscrite. Et en fait, cette inscription m'a permis de découvrir
des programmes sportifs. À l'époque, j'ai fait en fait le TBC. C'était en août 2015, j'ai fait le TBC, le Top Body Challenge, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est un programme sportif dédié aux femmes, avec plein de petits exercices de musculation, de renforcement musculaire et allié au cardio, qui se fait sur 12 semaines. Et puis, à l'époque, il y en a un deuxième qui venait de sortir, donc j'ai enchaîné, j'ai fait le deuxième. Et en fait, au bout des 24 semaines de travail, j'ai réalisé, en me voyant, en ayant pris des photos avant et en comparant avec l'après, alors mon alimentation avait changé aussi, hein. J'ai pris conscience aussi d'autres choses, qu'il n'y avait pas que le sport, l'alimentation était très importante, mais je me suis rendu compte que j'avais énormément maigri. J'ai perdu une 12aine de kilos, enfin j'étais super fière de moi, quoi. Donc voilà. Et en fait, je partageais au fur et à mesure mon évolution sur Instagram, je partageais mes exercices, mes réalisations du Top Body Challenge avec d'autres nanas qui le faisaient. Et moi, je trouvais ça motivant, je trouvais ça sympa. Et je me sens moins seule aussi. Ouais, et puis à l'époque, dans ma vie privée, ça allait pas forcément bien non plus. Je me cherchais beaucoup et voilà, ça a été hyper intéressant, hyper cool de faire ces petites choses que je recommencerai pas. Je t'avoue, là aujourd'hui, je suis passée à autre chose, mais voilà, c'était intéressant. Ça m'a remis en fait le pied à l'étrier par rapport au sport, bêtement et simplement. Ouais. Voilà. Et après 24 semaines, qu'est-ce que t'as fait du coup? Tu t'es arrêtée parce que le Top Body Challenge, c'est effectivement 12 semaines, donc 2 programmes. Et après, la suite? Alors, il m'est arrivé quelque chose durant l'été, parce que le Top Body Challenge, donc c'est des exercices de renforcement musculaire, mais il faut allier ça avec du cardio. Et du coup, à la salle de sport, j'étais sur mon petit rameur, mon petit elliptique. Je ne touchais pas au tapis de course parce que je trouvais ça débile de courir sur un tapis de course. Et surtout, j'avais très peur de me casser la figure. Ouais. Ça m'angoissait. Et en fait, durant les vacances, je suis partie chez mes parents, en vacances chez eux, et pas de rameur, pas d'elliptique. Et là, tu te dis, mais comment je fais mon cardio? La seule chose que j'avais à portée de main, c'était des baskets. Et puis, évidemment, le grand air, la nature autour de chez mes parents. Je me suis dit, je vais aller courir. Bon, je suis allée courir. Je crois que ce jour-là, j'ai dû faire 4 kilomètres. Ouais. Je suis revenue chez ma mère rouge comme une pivoine. J'arrivais plus à respirer. Elle a paniqué sur le coup. Elle m'a dit, tu veux que j'appelle le médecin? et en fait, voilà, je me suis mise à courir comme ça une première fois. Et puis une deuxième fois, parce que j'y suis allée, j'ai fait 5 kilomètres. Alors j'étais contente, je me suis dit, oh, j'ai fait 5 kilomètres. Et puis quelques mois après, je suis retournée courir et là, j'ai fait toute seule, pour la première fois de ma vie, un 10 kilomètres. Ouais. En moins d'1 heure. Donc je me disais, waouh, j'arrive à courir 10 bornes en moins d'1 heure, c'est plutôt cool. Et donc tout ça, c'était fin 2015, début 2016. Et j'ai eu la fois de trop, mais tu sais, c'est l'euphorie quand on découvre quelque chose. Et voilà, je suis allée courir une fois de trop alors que j'étais fatiguée, que j'aurais pas dû y aller. Et je me suis fait ma première entorse en course à pied. J'ai les chevilles très fragiles. J'avais en volleyball notamment, je m'étais fait beaucoup d'entorses. Et du coup, je me suis refait une entorse à la cheville, ce qui m'a obligée à faire un break au niveau course à pied alors que je débutais à peine, donc c'était frustrant, de quelques mois. Et suite à ça, en fait, je me suis dit, tu peux pas laisser ça comme ça, t'as fait des jolis progrès, pourquoi pas recommencer à courir. Donc j'ai changé de chaussures aussi, c'était important. Et je me suis inscrite à une course. Ouais, laquelle? La course des princesses à Versailles. On adore cette course. Mais grave, entre filles, on aime bien ça. Je trouvais ça drôle. J'adore me déguiser, donc me déguiser en princesse et reprendre la course à pied avec cette course qui fait, je sais pas, 6 ou 7 kilomètres, je crois, pas plus. C'est 7, ouais. Et en fait, je me suis cousu un petit tutu, je me suis acheté un diadème, une baguette magique, voilà. Et j'ai fait la course des princesses et alors là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais j'ai jamais autant kiffé courir. Ouais, c'était ton premier dossard. Exactement. Tu avais déjà fait 10 km. Exactement. C'était mon premier dossard. C'est la première fois que je courais avec des gens. C'est la première fois que je passais une ligne de départ et surtout une ligne d'arrivée. L'euphorie que tu peux vivre. Le fait... moi, j'aime encourager les gens parce que ça m'aide à positiver, en fait. Quand moi, je vais pas bien dans une course, j'oublie jamais de poser la main sur l'épaule de quelqu'un, lui dire allez, courage, quelqu'un qui va pas forcément bien, que je vois qui galère un petit peu. Et là, ce jour-là, mais je m'en suis donné à cœur joie. Et j'étais avec mon tutu, avec mon diadème sur la tête, ma baguette magique, j'en pouvais plus, j'étais trop fière. Et c'est aussi ma première médaille. Ouais. Je savais pas qu'on donnait des médailles à la fin, tu vois. Et j'ai dormi avec pendant une semaine.
J'étais trop heureuse, vraiment trop heureuse. Et voilà, la révélation s'est faite comme ça, petit à petit, avec un manque, parce que pas de salle de sport, donc je vais courir. Et un défi pour moi toute seule, en me disant, fais une première course. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Donc 7-8 kilomètres, mais tu t'es pas arrêtée à 7-8 kilomètres non, après ça? Parce que, alors ça, c'était donc en 2016, je revenais juste de blessure. Et j'ai des copines que j'ai rencontrées sur Instagram qui m'ont proposé de faire le semi-marathon de Lyon au mois d'octobre. Et je leur ai dit, écoutez, je suis pas prête. Je pense que j'ai jamais fait 21 km de ma vie. Ma cheville, elle est juste rétablie. Je pense que il faut peut-être pas que je sois trop gourmande non plus. Mais je vais m'inscrire avec vous pour passer le week-end avec vous. On se rejoint toutes à Lyon. Mais je vais m'inscrire sur le 10 km. Et donc, le week-end pour le Run in Lyon arrive au mois d'octobre. Et puis, je rejoins les filles. On s'était pris un Airbnb. Et en fait, je commençais à être un peu plus connue, et je mets des guillemets, sur Instagram. Et je croise une fille avec qui on discute, qui me dit, moi, j'ai un dossard pour le 21, mais je peux pas le courir, etc. Je suis blessée. Et là, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Je lui dis, ah bon, ça te dirait pas d'échanger ton dossard contre le mien? Je lui dis, moi, j'ai un dossard pour le 10. Elle me dit, ah ouais, carrément. Donc en fait, voilà, la veille pour le lendemain, j'ai dit, vas-y, je vais courir semi-marathon de Lyon, sans aucun entraînement, sans avoir fait avant, je crois que la plus grande distance jusque-là que j'avais faite, c'était peut-être 20 km, mais je l'avais fait une fois, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, je vais m'aligner sur la même course que les copines, trop fière, trop contente, génial. J'ai rien dormi de la nuit. Ouais. Du coup... Dans le Airbnb, les copines, elles dormaient à point fermé. Moi, j'étais là. Mais t'es complètement barge, Émilie. Pourquoi t'as fait ça? Demain, tu vas courir un semi-marathon. T'as aucun entraînement. Les gens ont fait des préparations et tout. Puis toi, tu débarques la bouche en cœur et tu crois que tu vas réussir à faire ça. Et en fait, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. J'ai couru avec des copains que j'ai rencontrés aussi sur Instagram, qui sont toujours dans ma vie, avec qui je fais des triathlons maintenant. Ouais. Et en fait, on a couru ensemble. Je les ai lâchés au 17e kilomètre parce que j'avais des jambes et que j'avais envie d'y aller. Oh, génial. Et je me rappelle avoir passé la ligne d'arrivée fière, heureuse et en larmes. Je crois que j'ai partagé après ça sur Instagram mon bonheur d'avoir réussi à courir à 21 km alors que j'avais absolument pas songé le faire avant, tu vois. Et tu te sentais bien? Ah ouais. Pas du tout subi. Carrément pas. C'était une course bonheur. Sur le chemin, en fait, j'ai appelé mon copain de l'époque en lui disant en fait, je fais pas le 10 km, je fais le 21. Voilà, je voulais juste te dire ça. Il me dit, mais tu m'appelles, t'es en plein semi. Ouais, mais je t'assure, ça va, je suis bien. C'était fou, cette course. C'était complètement fou. Toutes les courses ne sont pas comme ça, cela étant. Mais voilà, cette course, c'était mon premier semi-marathon. Après ça, je l'ai refait 3 fois parce que c'était un peu mon run d'anniversaire, tu vois. Le run Lyon, du coup. Je l'ai refait 3 fois. Bon, le parcours change jamais, donc au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre, mais je suis allée voir ailleurs pour d'autres semis. Et voilà. Et tu t'es pas arrêtée au semi, il me semble. Non. En fait, alors galvanisée par ce semi-marathon-là, galvanisée par ce que je partageais sur les réseaux sociaux, par les commentaires hyper bienveillants que je recevais, me disant « c'est génial, t'es trop forte, machin », je me suis crue trop forte et j'ai voulu brûler les étapes. Ouais. Je m'en suis rendu compte après, mais sur le coup, je me rendais pas compte que je brûlais les étapes. Au mois de novembre, une autre mouche m'a piqué, décidément. Donc octobre Run in Lyon 2016. Octobre 2016 Run in Lyon et novembre 2016, je me dis tiens, si je m'inscrivais au marathon de Paris. D'accord. Voilà. Quelle bonne idée. Je sais pas trop. En fait, je m'inscris au marathon de Paris, mais avec un objectif, pas de temps, avec un objectif humain derrière. Je me suis inscrite à un marathon solidaire. Et grâce à Instagram, et donc merci Instagram et merci tous les gens qui étaient déjà là il y a 4 ans et qui m'ont aidée pour ça, j'ai récolté plus de 1 000 € pour l'UNICEF, qui est quand même, tu vois, en tant qu'enseignante, une association qui me tient à cœur. Ouais. Et du coup, j'étais fière de porter ce dossard et de me dire, voilà, je cours pour l'UNICEF et ça me fait super plaisir. Sauf que, voilà, je pense que j'étais un peu
tout feu, tout flamme, et un peu, c'est comme si j'avais 12 ans, tu vois, et que je me lançais dans des aventures qui étaient pour des adultes, quoi. Voilà, j'étais pas prête. On m'a aidée à me préparer. Il y a un mec aussi d'Instagram. Instagram a beaucoup compté dans ma vie parce que j'ai rencontré des très belles personnes qui m'a dit un jour, Émilie, est-ce que tu as une préparation pour le marathon? Non, pas du tout. Vraiment la fille perchée, quoi, touriste. qui se rend, touriste, qui se rend absolument pas compte de ce que ça peut engendrer pour le corps, comment dire, de l'anticipation qu'il y a à avoir avant de faire un marathon, tu vois. Et puis 42 km, en fait, voilà, je réalisais pas que c'était 42 km, vraiment. Et donc, ce mec m'a aidé à me préparer, il m'envoyait toutes les semaines des séances en me disant, tu pourrais faire ci, ça. Donc, j'ai découvert le fractionné. J'ai découvert que je n'aimais pas le fractionné. Voilà. Et en fait, j'ai voulu, à ce moment-là, en fait, ça a commencé à ce moment-là, tu vois, mon drôle de rapport au sport. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je me mettais une pression immense parce que je voulais lui plaire à lui. Parce qu'il prenait le temps de me faire des séances, il prenait le temps de me faire une préparation. Et en fait, je ne courais pas pour moi. Je courais pour faire en sorte que mes séances soient abouties et qu'il soit fier de moi. Mais c'est un gros problème chez moi, tu vois, le regard de l'autre. C'est vraiment... j'ai toujours cette dépendance affective qui fait que, voilà, j'ai besoin de plaire. J'ai besoin de plaire, ouais. J'ai besoin qu'on m'aime. Et c'est terrible parce que ça me rend très vulnérable et voilà, c'est très dur à vivre. Je suis très heureuse, hein, mais c'est très dur à vivre dans les moments moins bien. Et en fait, je suis arrivée au marathon de Paris très fatiguée. Parce que j'avais jamais couru de cette manière, parce que j'avais jamais été préparée de cette manière. Et en fait, j'ai fait d'autres erreurs aussi ce jour-là, le jour J, parce que je suis partie dans un sas qui n'était pas le mien, parce que je voulais être avec mes copains. Donc là, on a juste, je fais une petite pause. Oui. On a tout ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous allez apprendre plein de choses. Et c'est intéressant. Je suis partie dans un sas qui n'était pas le bon, mais parce que je voulais être avec mes amis, parce que j'avais peur. J'avais peur et de partir avec eux, je me sentais plus forte. Mais les amis avec qui j'étais à l'époque avaient un rythme de course qui était beaucoup plus important que le mien. Et donc, je suis partie très vite et trop vite. Et j'ai couru, je pense, jusqu'au semi, à peu près correctement. À partir du semi, ça commençait à être un peu difficile. Au 26e, 27e kilomètre, j'ai ma jambe droite qui a commencé à se bloquer au niveau du genou. J'avais l'impression que mes ligaments, mes tendons étaient pris dans des étaux et ça me serrait, j'arrivais plus à plier le genou, j'arrivais plus à courir, j'arrivais à peine à marcher. Va savoir pourquoi, j'avais une ceinture sur moi, tu sais, avec mon téléphone et tout, et j'avais pris de l'huile, des échantillons d'huile sportive, et donc j'ai béni ma conscience de m'avoir fait partir avec ça, et je me massais en fait très régulièrement le genou pour pouvoir repartir. Mais sur ce marathon, j'ai marché pendant 9 kilomètres. Et peut-être que si j'avais pas eu le dossard avec l'UNICEF à la clé, j'aurais abandonné, j'aurais dit stop. Mais en fait, il était inconcevable que je ne passe pas la ligne d'arrivée parce que j'avais besoin d'être fière de moi. J'avais besoin de réussir parce que je m'étais donné une mission. Et j'aurais pas mérité l'argent que les gens avaient donné pour l'UNICEF et pour moi si je n'avais pas passé la ligne d'arrivée. Donc, voilà, j'ai passé la ligne d'arrivée, ça a été un très très dur. Ouais, comparé au semi, c'était pas la exactement, j'ai pas tout subi, mais après, voilà, faire un premier marathon en 5h37 alors que tu visais quand même et que tu te sentais capable de faire 4h30, c'est très dur. Et d'avoir marché pendant 9 km, tu te sens pas légitime non plus. Sur les réseaux sociaux, il est fréquent d'entendre que si tu cours un marathon en plus de, eh ben t'es nul, t'es pas légitime, machin. Donc ça m'a pas aidé du tout. Mais voilà, les semaines qui ont passé après le marathon, je me suis dit que j'étais naze, que j'aurais jamais dû j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Et en fait, après, je me suis rappelée aussi de tout ce que j'ai vécu pendant ce marathon. Parce que le premier semi, je l'ai couru avec une copine aussi rencontrée sur les réseaux. Et quand ça a commencé à aller mal pour moi, je lui ai dit, allez, vas-y, continue. Mais les 21 premiers kilomètres, je les ai fait partager avec elle. Au 18e ou au 19e kilomètre,
J'ai un de mes élèves qui savait que je courais. Il était en CE1 à l'époque, parce que je partage beaucoup avec mes élèves et je leur partage pas toute ma vie privée, mais le fait que je sois sportive, ils le savent, et le fait que j'avais cette grosse course très importante, ils le savaient. Et il est venu avec son papa et sa maman, et ça m'émeut encore, tu vois. 2 ans après, 3 ans après, il est venu avec son papa et sa maman et je les ai vus sur le semi. Et c'était improbable parce qu'il y a quand même énormément de monde sur le marathon de Paris. Et de voir sa petite bouille fière de sa maîtresse, c'était, voilà, les larmes me remontent là aujourd'hui, c'était fou. Et à partir du moment où j'ai commencé aussi à marcher, alors il y a eu mon ex était là aussi, il est venu m'encourager, il y a plein de copains qui étaient venus là aussi pour m'encourager, mais à partir du moment où j'ai commencé à marcher, ça a été quand même assez difficile, j'ai fait ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vu un mec devant moi, j'étais en train de le doubler, je marchais mal et je clopinais, mais il marchait encore plus mal que moi, il clopinait encore plus que moi, et je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit allez, on va y aller, on va y arriver à cette ligne ensemble, on va la passer l'arche et on va y aller ensemble. Je le connaissais pas, j'avais même pas vu son visage, j'avais vu que son dos et en fait on a fait les 9 kilomètres ensemble, en se poussant, en s'aidant, et en fait tu vois, autant le marathon il était pas réussi, sportivement parlant, mais autant humainement parlant, j'ai vécu une aventure extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'était incroyable, voilà. Ouais, le marathon, ça reste de toute façon à chaque fois des souvenirs. C'est 42 bornes, c'est une aventure, véritablement. Alors ce que tu dis, c'est intéressant, c'est autant Instagram t'a beaucoup apporté parce que t'as pu rencontrer plein de gens autour du sport, justement peut-être partager cette passion-là et te motiver et t'inspirer, puis même humainement du coup te nourrir. Mais de l'autre côté, il y a aussi le côté effectivement comparaison peut-être et visibilité sur les réseaux et pression que t'as pu peut-être te rajouter. Alors, et c'est bien ce que tu dis, c'est la pression que j'ai pu me rajouter. Parce que j'ai la chance d'avoir une communauté mais extrêmement bienveillante. Les gens me portent, les gens me font du bien, les gens me partagent énormément. Je pense que je partage beaucoup aussi et je suis vraie, tu vois, je ne joue pas de toute manière dans ma vie perso, je ne joue pas dans ma vie privée, enfin personnelle ou privée dans le sens professionnel aussi. Je ne mens pas, je ne sais pas mentir, de toute façon ça se lit sur mon visage quand je mens. Je rougis, je bafouille. Voilà, je bafouille, je me tords les bouclettes, enfin voilà. Mais en fait, les gens n'ont pas été désagréables avec moi, ils m'ont plutôt porté, mais parce qu'en fait, je pense que j'ai aussi, moi, mis les mots sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Après, tout dépend de la façon dont toi tu partages, mais je sais qu'il y a des gens que je suis qui se font un peu malmener des fois sur Instagram, des gens qui leur disent mais qu'est-ce que tu fous là, t'as pas à courir, t'as pas à faire de marathon, tu les fais en plus de 5 heures, en plus de 6 heures. Voilà, j'estime que même le dernier de chaque course, il est toujours meilleur que celui qui ne fait rien. Exactement. Et qui ne fait pas de sport. Donc voilà, notre fierté, elle est juste dans l'aboutissement et dans notre vécu propre en fait. Après, je dis pas, et je suis comme beaucoup d'autres, j'aimerais avoir des chronos absolument formidables. J'aimerais pouvoir... en tout cas, à l'époque, j'aurais aimé avoir des chronos formidables et j'aurais aimé pouvoir être fière de moi parce que j'avais fait un super chrono, parce que j'avais fait un sub 4 heures ou un sub 4h30 sur un marathon ou un sub 50 minutes sur un 10K. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis juste fière de moi parce que je passe la ligne d'arrivée. Et ça me suffit amplement. Il y a des fois où c'est pas facile. Mais si c'est pas facile, 1 ou 2 semaines après, je me dis, Émilie, c'est bon. Tu l'as passé la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui peuvent pas courir. Exactement. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant. Il y a des gens qui ont des béquilles à ce moment-là et qui peuvent pas. Il y a des gens qui sont malades et qui regardent ce que tu fais depuis leur lit d'hôpital, qui te regardent derrière un écran et t'as pas le droit de te plaindre parce que tu peux être fière de toi et que eux le sont pour toi. Donc voilà. C'est ça. Mais humainement parlant, le sport et la course à pied apportent énormément. Ouais, c'est clair. En effet. Une belle communauté. Grave. Après, ce qu'on disait aussi sur Instagram, c'est peut-être le marathon, c'est vrai que c'est 42 kilomètres et on a tendance à voir beaucoup de choses. Quand on est sur Instagram et qu'on s'inspire sur la course à pied, moi je suis pareil, ça m'a beaucoup aidé à me motiver au démarrage, de me dire il pleut, oui, moi aussi j'ai un job, moi aussi il pleut, mais alors la personne là sur Instagram, elle va courir, donc bon, allez, tu te motives et tu vas et ça aide. Mais c'est vrai que ça peut avoir tendance du coup à peut-être à banaliser ce qu'est un marathon
Et Complètement. c'est important aussi de rappeler qu'un marathon, c'est ce que tu disais, ça se prépare. Ça se prépare autant physiquement parce que c'est énormément d'heures d'entraînement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, et psychologiquement aussi. Oui, puis il faut être entouré, tu vois. Tu peux pas vivre un marathon non plus tout seul. C'est très important, je pense, d'avoir des gens pour venir t'encourager le jour J, mais aussi tout au long de ta préparation. Il faut la partager, ta préparation. Mais c'est vrai que, en fait, on a tendance à croire, en regardant les réseaux sociaux, que tout est facile. Que ce soit le triathlon, par exemple, tu vois, je me suis mise au triathlon après, que ce soit un marathon, que ce soit du trail, que ce soit un Ironman, tout se prépare. Et les gens sur Instagram qui regardent ce que les autres partagent oublient que l'on partage aussi que ce que l'on a bien envie de partager. Qu'il y a des moments de moins bien, des moments difficiles, et que il y a des gens qui ne partagent pas tout ça. Moi, c'est vrai que quand je vais bien, je le partage, mais quand je vais pas bien, je le partage aussi des fois. Je suis assez vraie, assez nature et spontanée et entière. Mais on vous montre sur les réseaux ce qu'on a bien envie de vous montrer. Et il y a toujours dans une préparation marathon, quelle que soit la préparation, pour un Alpha Ironman, un Ironman, il y a toujours des moments où c'est très difficile, parce qu'on est des êtres humains, parce que notre corps, à un moment donné, il peut être fatigué, parce que notre esprit, il n'a pas envie d'aller s'entraîner, et qu'on souffre, aussi bien physiquement ou mentalement, de se forcer, parce qu'on a un objectif, mais après, quand l'objectif est atteint, on est fier, mais il y a des concessions à faire, et toi, des fois, c'est pas facile, c'est dur, même, c'est dur. Et on a aussi, je pense, le phénomène de, on suit des gens. En fait, on s'alimente aussi de ça. On voit des gens qui le font, qui sont passionnés et qui le font. Et voilà, le marathon n'est pas à prendre à la légère. C'est important de le redire. Après, je pense que si on est suivi par un coach, si on a la force de caractère aussi, parce que faut pas abandonner non plus. Enfin, faut savoir qu'un marathon, tu as envie d'abandonner à partir du 25e. Si tu commences à avoir un peu mal partout, tu as envie d'abandonner tous les kilomètres. Donc voilà. Mon père disait 10 km semi, c'est une course, le marathon, c'est une aventure. Et je pense que ça résume bien. Il m'avait dit contre toi-même, bienvenue contre dans ton l'aventure esprit. du marathon. Et tu te bats contre ton esprit qui te dit t'as mal à la jambe droite. Maintenant t'as mal à la jambe gauche. Non, maintenant c'est la cheville gauche. Mais non, c'est le genou droit. Et en fait, tu as des douleurs fantômes qui apparaissent un peu tout le temps, mais c'est aussi ton cerveau qui te dit ça. Parfois, parfois faut aussi sentir la vraie douleur et se rendre compte que t'es vraiment en train de te faire mal. Mais voilà, la course à pied, comme tous les sports, je pense qu'il faut être intelligent, se dire que voilà, des fois on peut y arriver, et des fois on peut pas. On peut pas, et on doit abandonner. Et c'est pas facile, mais je pense qu'aussi c'est une grande preuve de maturité et de force que de se dire, là, je suis pas capable, mon corps est pas capable, la course, je la finirai pas, ou alors je prendrai même pas le départ parce que ça vaut pas la peine et je vais pas me forcer parce que j'en tirerai pas les bonnes conclusions et les bonnes émotions non plus. Après ce marathon, il me semble que tu t'es pas arrêté là, c'est pas le seul marathon que tu aies fait et tu as des meilleurs souvenirs, il me semble même. C'est vrai. L'année suivante, en fait, on m'a offert la possibilité de refaire le marathon de Paris. J'avais dit plus jamais. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Ils m'ont dit, Émilie, tu refais le marathon de Paris? Oui. En fait, j'ai voulu prendre ma revanche. Et j'y suis retournée de manière un peu plus souple. Je savais qu'est-ce qu'il fallait faire comme préparation. Je savais qu'il fallait faire du fractionné. J'aimais toujours pas ça. J'en ai fait un petit peu seulement. Je faisais des sorties longues et j'avais une plus grande maturité dans la course à pied. J'avais appris beaucoup plus de choses, je me connaissais mieux. Je savais qu'est-ce qui était bon ou moins bon pour moi, à quel moment je pouvais m'entraîner ou pas. Et je suis arrivée beaucoup plus sereine. Et c'est pas pour autant que j'ai fait une grande performance. Néanmoins, j'ai amélioré mon chrono d'une demi-heure, donc j'étais quand même très fière. En même temps, quand tu cours. Et quand tu marches 9 km, tu marches. Donc ça fait des chronos vraiment pas géniaux, mais l'année suivante, donc, j'ai refait le marathon de Paris et j'ai fait 5h06. Donc, j'étais super contente. Et c'était l'année dernière, en 2018, oui, en effet. Alors, année compliquée, donc, parce que je me sépare de mon conjoint, et là, je cours un marathon avec les tripes. Comme j'ai couru, en fait, tu vois, mon cross. Ouais. Je cours un marathon avec les tripes. Je suis à Amsterdam. Je suis dans un état lamentable. J'ai perdu beaucoup de poids. Je m'entraîne vraiment très très peu
Et je me dis que c'est une grosse bêtise que de prendre le départ de ce marathon. Mais je suis ambassadrice de la marque Mizuno. Je suis invitée par Mizuno. Et j'ai pas le droit, entre guillemets, de ne pas courir ce marathon. Je me dis que je prends le départ, mais que je suis pas sûre de faire l'arrivée. Et que c'est pas grave, que je m'en voudrais pas, mais dans l'état où je suis, physiquement et psychologiquement parlant, ça va pas du tout. Je mange très peu, je pense qu'à ce moment-là, je suis anémie, mais voilà. Je prends le départ et le matin, je me souviens que je partage mes angoisses en story sur Instagram en disant que ça va être très dur. Je suis en larmes. Je me dis que ça va être vraiment très difficile. Je prends en plus un départ dans un sas, encore une fois, qui n'est pas le mien, parce qu'on m'a inscrite en fait. Oui, en tant qu'ambassadeur. Voilà, en tant qu'ambassadrice, on nous a tous inscrits dans le même sas, et je crois que je pars dans un sas genre 3h40, alors que je vise 4h30, 5h quoi. Mais j'ai l'intelligence de l'expérience, et je sais qu'il faut que je parte doucement. Je pars doucement, mais l'ambiance, l'euphorie de la course te fait toujours malheureusement partir plus vite. Et en fait, il se passe un truc qui est complètement dingue. Je kiffe ce marathon. Et je le cours vraiment avec les tripes en me disant que c'est une revanche sur la vie. C'est une revanche sur les 5 mois chaotiques que je viens de vivre en étant trimballée à droite à gauche, en vivant pas chez moi, en pouvant pas m'entraîner, en ayant perdu beaucoup d'amis aussi, parce que quand tu quittes ton conjoint, les gens te tournent le dos. Je suis émotionnellement très sensible et je dirais pas instable, mais affaiblie, vraiment. Et j'ai envie d'y arriver. J'ai envie de me le prouver, en fait, à moi. Et c'est ça la grosse différence avec mes 2 marathons précédents. Il n'y a pas d'Instagram dans l'histoire. Même si je partage les stories, que je m'enregistre, et voilà, je partagerai quand même ce marathon. Mais je le vis pour moi, vraiment. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux courses précédentes que j'ai faites, au marathon précédent que j'ai fait. Et en fait, au 40e kilomètre, je réalise que je suis en train, encore une fois, de battre mon chrono. Mais qu'en plus de ça, je vais réaliser le chrono que je voulais faire sur mon tout premier marathon. Excellent. Et que je suis en train de vivre un truc de fou parce que je vais certainement faire moins de 4h45 et potentiellement me rapprocher du 4h30. Et je passe la ligne d'arrivée en 4h36. Oh là là, je fonds en larmes, mais vraiment. M'étonnes. Et là, c'est des larmes de joie, de rage aussi. Et tu vois, là encore, ça m'émeut parce que j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de ça. C'était une renaissance dans ma vie, dans mon quotidien, de me dire que, voilà, j'ai réussi à vivre cette rupture très difficile, à m'en sortir, à vivre à droite à gauche, à galérer vraiment aussi, tu vois. Je parle pas du côté financier parce que voilà, et ça a pas lieu d'être dans ce podcast, mais j'ai vécu des moments hyper durs et ce marathon me sauve. Ouais, c'est ta vraiment. Revanche. C'est la personne qui me remet ma médaille, elle en a rien à faire parce qu'elle est là pour distribuer 40 000 médailles, mais j'ai envie de lui faire un bisou, j'ai envie de la prendre dans mes bras, j'ai envie de crier sur tous les toits que je suis marathonienne pour la 3e fois et je suis marathonienne en 4h36 et là je me sens en fait légitime aux yeux d'Instagram, aux yeux des gens, mais à mes yeux à moi, en fait surtout, je me sens légitime pour la première fois. Et ça me fait vraiment du bien. Et j'ai refait un autre marathon après ça, 6 mois après. Encore une fois avec toute la team Mizuno, des copains et des copines, et c'était chouette. J'ai fait Annecy. Je l'ai fait en 4h45 celui-là parce que j'ai eu des problèmes gastriques. J'ai eu des gros maux de ventre et jamais ça m'était arrivé ça. Mais voilà. Et du coup... Là, ça me fait dire que tu vois que j'ai fait 4 marathons. Il y en a aucun qui s'est passé de la même manière. Il y en a aucun que j'ai vécu de la même manière. Mais comme dit ton papa, en effet, le marathon, c'est une véritable aventure. Et j'en ai vécu 4 intenses et formidables. Tu vois, je garde que le meilleur en fait. C'était formidable. Et du coup, j'en perds mes mots. Non, mais oui, ça. Tu parlais de l'année dernière qui a été très compliqué, ce marathon d'Amsterdam qui te fait un bien fou, ton rapport justement au sport. Tu parlais que c'était très compliqué de faire du sport dans ta période instable.
suite au marathon, est-ce que tu as réussi à retrouver un équilibre? C'est devenu différent en fait parce que j'ai plus envie de faire de la course à pied et des courses pour faire des courses, pour aligner les dossards, engranger des médailles. Tu vois, il y a quelque chose qui a changé en moi aussi, peut-être la maturité du fait de toutes ces expériences sportives et personnelles. Je vis plus la course à pied de la même manière parce que j'ai envie que ce soit un peu plus qualitatif, je dirais. Ouais. Non pas que mes courses précédentes ne l'étaient pas, mais je veux plus prendre des dossards pour prendre des dossards et pour faire plein de courses. Ouais. Je recherche la qualité dans le sens où je veux des courses que j'aurais choisies, que j'ai envie de partager avec des gens qui peut-être auraient besoin de moi, tu vois, pourquoi pas liévrer, même si encore une fois j'ai pas des chronos formidables, mais accompagner en tout cas quelqu'un sur vivre la course autrement, tu vois, vivre la course par le partage et par le côté humain. Et pour mes courses à moi, sans le côté humain, je recherche des courses qui auront une valeur différente. Ouais. T'as un exemple en tête? Oui. Je me suis inscrite à quelque chose qui est assez fou pour moi. C'est une course caritative qui s'appelle la Sénégazelle, sur l'impulsion d'une copine qui malheureusement ne pourra pas participer avec moi, mais sur l'impulsion d'une copine, je me suis inscrite sur cette course qui est assez connue sur les réseaux sociaux, 100% féminine, qui se passe donc au Sénégal. L'objectif est de récolter des fonds financiers et de récolter aussi des fournitures scolaires. Et ensuite, pendant une semaine, tu pars au Sénégal et chaque matin, tu cours entre 7 et 10 kilomètres. Alors, soit tu cours, soit tu marches, peu importe. Et l'arrivée de chaque étape se fait dans une école. Et tu distribues à ce moment-là avec les autres participantes les fournitures scolaires. Évidemment, cette course me tient à cœur parce que voilà, je suis enseignante et que les enfants, ça me parle, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est important pour moi de me rendre utile aussi à travers la course à pied et à travers mon métier. Et donc, avec mes élèves cette année, nous préparons cette course, on essaye de récolter des fournitures scolaires. J'ai beaucoup de mal, je t'avoue, avec le côté financier parce qu'en fait, j'ose pas. Ah ouais. J'ose pas demander de l'argent, j'ose pas... T'as créé une cagnotte? Non. Bon bah, alors ça va paraître en janvier, on va lancer la course, c'est quand? Au mois d'avril. Bon bah voilà, on va lancer la cagnotte en même temps que l'épisode du podcast. En fait, il faut que je la lance, je t'avoue, parce que j'ai demandé à mes parents, mes grands-parents, mes frères, toute ma famille, je leur ai demandé de ne pas me faire cadeau de Noël, que c'était mon cadeau et que s'ils devaient me faire un cadeau, j'aimerais qu'ils participent à ma cagnotte. Mais bon, voilà, tu vois, j'ose pas aller auprès d'entreprises, j'ai du mal, encore une fois, question de légitimité, je sais pas, j'ose pas, en fait, me vendre. Tu vois, vendre mon projet et donc je n'arrive pas à récolter de fonds, mais parce que je m'y mets pas en fait. Alors que donc si voilà, mais c'est pas grave. Après j'ai 1800 € à récolter, c'est pas forcément évident, mais s'il faut payer de ma poche, et je paierai de ma poche et je ferai un emprunt à la banque. On va partager ta cagnotte. Moi je vais partager sur mes réseaux professionnels aussi. C'est gentil, mais après j'en ai déjà parlé sur Instagram et les gens me poussent en fait, ma communauté me pousse à lancer cette cagnotte en me disant Émilie, en fait, on a envie de partager parce qu'on a envie de faire cette course avec toi et on a envie d'être là pour toi. Bref, il y a cette course, donc, pour moi, qui est hyper importante. Ouais, qui a une symbolique qui est totalement différente de ce que tu avais déjà vécu, en fait. Et après, alors, je préfère garder le secret parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, mais je me suis aussi inscrite à une course qui est extrêmement importante, aussi bien physiquement, parce que ça va être assez intense et c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc voilà. Mais au niveau du cœur, cette course compte beaucoup pour moi. Elle aura lieu au mois de juin et voilà, je le partagerai le jour J et l'après. J'ose espérer qu'il y aura la médaille parce que j'espère que j'arriverai à franchir l'étape finale, la ligne d'arrivée. Mais voilà, cette course est très importante pour moi. Et au-delà de ça, tu vois, je veux plus faire que de la course à pied parce qu'en fait, j'ai d'autres passions. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai longtemps fait de la natation, c'est mon point fort. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert le triathlon. Ouais. Et voilà, je m'y suis mise aussi. Tu t'y es mise quand ?
J'ai fait mon premier triathlon en 2018. En fait, je me suis séparée de mon conjoint au mois de mai et je devais faire mon premier triathlon genre 2 semaines après. D'accord. Et c'était lequel? C'était un triathlon ici, à Versailles ou à Rambouillet, je sais plus. Je t'avoue que je sais plus. Je sais pas si c'était pas Versailles. Ouais, c'est possible. Et en fait, j'étais tellement mal en point suite à la rupture que j'ai dit bon, c'est pas la peine, déclare forfait. Donc je n'ai pas fait ce premier triathlon-là. Et puis les copains avec qui j'ai fait, Christelle et Nicolas, avec qui j'ai fait mon premier Run in Lyon, mon premier semi-marathon, ils m'ont dit Émilie, viens en Alsace, il y a des triathlons, viens en faire un. C'est des petits, mais t'inquiète pas, on sera là, on va t'expliquer, on va t'aider, on va te montrer. Donc je suis allée en Alsace, comme d'habitude sans entraînement, à l'arrache, et on m'a prêté un vélo parce que j'en avais pas, et j'ai fait mon premier triathlon en 2018, un triathlon S, et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré l'expérience. Je me suis dit que c'était beaucoup moins dur qu'un marathon, parce que tu vois, quand on s'imagine faire de la natation, et après t'enchaînes sur du vélo, et après t'enchaînes sur la course à pied, on se dit oh là là, quel effort intense. Mais le fait de faire des transitions entre chaque sport, d'avoir un laps de temps pour te changer, pour te déshabiller, changer de chaussures, etc., c'est un shot d'énergie, mais incroyable. Et ça te rebooste et tu repars pour l'épreuve suivante en disant allez, c'est parti et tout. Et en fait, j'ai adoré. Je ne me sens absolument pas capable, par exemple, et je sais que je ne ferai jamais d'Alpha Ironman et d'Ironman. Je respecte beaucoup les gens qui se lancent dans ce genre d'aventure parce que je trouve ça incroyable. Et là, physiquement, très très dur et beaucoup plus dur qu'un marathon, un simple marathon. Mais j'ai pris plaisir à faire des triathlons. J'en ai fait quelques-uns, et mon défi de cette année 2019 qui vient de s'écouler, c'était le triathlon M de Paris. Ouais. J'ai commencé à travailler avec un coach qui m'a préparé pour le triathlon. Et voilà, j'ai fait le triathlon, j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, je suis pas à la recherche de chrono. Je suis une madame tout le monde en fait, du sport, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me dire je l'ai fait parce que je m'en croyais évidemment pas capable, mais je l'ai fait. Celui-là aussi je l'ai fait, j'étais contente. Ouais, donc une vraie évolution dans ta pratique sportive, dans Exactement. une quête. Là, tu parles d'avoir fait quand même un minimum de préparation avec un coach, mais par choix, pas comme la première fois où finalement quelqu'un est venu te donner. C'est l'intelligence de l'expérience, ça. Ouais. Voilà, un triathlon S, les distances étaient suffisamment courtes pour que je n'ai pas à m'entraîner beaucoup. La natation, c'était mon point fort. La course à pied, ça, t'as de la chance kilomètres. parce que ceux qui font du triathlon, généralement, qui rentrent par la course à pied, moi, je sais que j'y vais pas parce que la natation, c'est... Ouais, je sais bien. La natation, c'est un peu le sport qu'on aime le moins, entre guillemets, dans le triathlon. Mais je me savais suffisamment avec des bonnes bases en natation pour gérer. Le vélo, je me sais aussi assez puissante et assez sportive avec un bon foncier pour pouvoir gérer 20 bornes de vélo, tu vois, c'était pas... Bon, je t'avoue que les 20 premiers bornes de mon premier triathlon en Alsace avec l'espace un peu vallonné que j'avais un peu oublié, c'était assez intense. Ah non, j'avais pas du tout anticipé ça. Et puis la course à pied, voilà, les 5 km, voilà, c'est des choses dont j'ai l'habitude. J'ai un foncier en fait et ça pouvait passer. Mais un triathlon M, tu doubles les distances et voilà, je voulais pas arriver la bouche en cœur comme les précédentes courses que j'avais pu faire et je m'étais dit bon voilà, t'as envie d'être fière de toi, t'as pas envie de subir non plus, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu souffres, c'est pas drôle et ça fait mal et voilà. Je voulais pas subir. Les 10 kilomètres du triathlon M, à la fin, ont été difficiles parce qu'il faisait très très chaud. Oui, je me souviens, Qu'en plus, c'était un aller-retour, tu sais, j'aime pas faire des allers-retours sur des quais, c'est extrêmement monotone et voilà, sur les quais, sur le bitume, ça tape sur les pavés et tout, c'était pas vraiment agréable. Mais bon, voilà, c'était une chouette course et j'étais très très contente de la faire. Et 2020, il y en a de prévus ou pas? Ou tu restes sur tes objectifs de Sénégazelle et l'objectif... Ah oui, si, il y a des triathlons de prévus. Ouais. Si, il y a des triathlons de prévus. Il y a la Sénégazelle, il y a cette grosse course que je fais au mois de juin, il y a des triathlons qui sont prévus. Et puis, j'aimerais refaire une course que j'ai faite cette année, là, en septembre 2019, qui était formidable. Et c'est encore une fois cette qualité-là de course que je recherche. J'ai fait une course qui s'appelle la Runmate. Je connaissais pas du tout. Je t'avoue que en bonne Émilie que je suis un peu pointé les mains dans les poches là-bas, à pas trop savoir ce qui m'attendait. Je savais que c'était une course qui se courait par équipe, mais voilà, je savais pas trop plus. Bon, comme d'hab, la touriste, quoi. Vraiment, ça c'est immuable.
Et en fait, j'aimerais bien refaire cette course parce que on a dû abandonner, on n'a pas pu finir pour différentes raisons que j'ai expliquées sur les réseaux sociaux, notamment qu'on n'habitait pas en fait là où cette course s'est passée, que du coup on avait malheureusement des timings avion, train assez serrés et on voyait bien que vu le nombre de kilomètres, c'était à Genève en Suisse. Et c'était le concept du coup? Alors le concept de la Runmate, c'est que tu peux faire des équipes de, je crois, 9 maximum, et l'objectif c'est de faire le tour du lac Léman. Ok. Donc, il y a quand même, je crois, environ 230 ou 240 kilomètres pour le lac Léman. Et en fait, par exemple, toi et moi, on se dit, moi je fais le relais 1 et pendant ce temps-là, tu m'attends au relais 2 avec la voiture parce qu'il faut une voiture. Et donc ensuite, tu me laisses les clés de la voiture et tu prends le relais 2 et je t'attends au relais 3, etc., etc. Et en fait, nous on a fait ça, on n'était que 4, on devait être 6 et on a eu 2 désistements en dernier moment. Ah ouais. Donc c'est vrai que ça nous a un peu... ça fait beaucoup de kilomètres. Voilà, ça faisait beaucoup de kilomètres alors que on ne s'y attendait pas. Le format 4 coureurs pour 230 bornes, c'est sur combien de temps? T'as un délai, je suppose? 2 jours. 2 jours, ouais. Donc c'est beaucoup. C'est 4 coureurs seulement, c'est les ultra-runners. Et nous, on n'est pas des ultra-runners. Mais on a été incroyablement surpris de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a réalisé chacun, tous les 4, parce que, humainement parlant, ça a été une aventure formidable. De s'entraider, d'être une équipe comme ça, de s'entraider avec les autres équipes aussi, parce que tu te croises sur tous les points relais quand tu donnes la puce à ton camarade, que tu t'arrêtes, que les autres te félicitent. Alors, ça s'est passé comment? T'as vu ce petit chemin et tout, c'était dur, machin. Ça a été, mais incroyable à vivre. Moi, je suis dans l'humain, j'aime les gens et j'aime partager. Et cette course-là était absolument formidable, très difficile, parce que tu vois, je me souviens du dernier relais que j'ai réalisé. Donc, sur les 48 heures de course, on a fait à peu près chacun entre 45 et 50 kilomètres. Ouais, j'ai fait, moi, 46 kilomètres et le dernier relais que j'ai pris, je l'ai pris vers 7 heures du matin. Il faisait nuit, donc ça devait être un tout petit peu avant parce que voilà, le jour se levait. Enfin, je sais plus quelle heure il était, mais bref, on s'en fiche, mais il était tôt. Et on va dire qu'il était 7 heures du matin. J'avais froid. Il faisait nuit. J'avais pas bien dormi parce que dans un van, tu dors pas bien. Et voilà, j'avais peu dormi et je m'étais pas bien alimentée. Enfin bref, j'avais pas envie de sortir de la voiture. J'avais pas envie d'aller courir. Et je pleurais parce que j'avais pas envie du tout d'aller courir. Mais il fallait que j'y aille parce que l'une de mes coéquipières avait mal au genou, ne pouvait plus courir. L'autre venait juste de prendre le relais et le troisième avait pris la route et était fatigué. C'est lui qui avait conduit. Donc c'était à moi de le prendre et j'avais pas le choix. Donc pour ton équipe, t'y vas. T'as vraiment pas le choix. Mais t'as la rage au ventre un peu. Elle est loin à ce moment-là, et en fait, encore une fois, humainement parlant, il s'est passé des choses pendant ce dernier relais qui ont été incroyables. Je suis partie en chialant comme un bébé, limite en pensant à ma maman. S'il te plaît, maman, viens me chercher. Et en fait, j'ai vu le lever du soleil. Et ça a été un instant magique. Parce que j'étais toute seule. En pleine pampa, je savais pas où j'étais, je connaissais pas là où j'étais, et c'était génial. Après, j'ai retrouvé des jambes, tu vois, au départ, j'y allais, j'étais pas bien, et puis j'ai retrouvé des jambes, et ce soleil qui m'éclaire mon chemin et tout, voilà, et puis j'étais fière finalement de faire je sais plus combien j'avais fait, 10, 11 ou 12 bornes, de les faire pour mes camarades, et tu vois, parce que là je courais pas pour moi, je courais pour eux, mais je courais pour nous, et c'était le sentiment d'appartenance à une équipe, c'était génial. Comme je te disais, on n'a pas fini cette course parce que le timing était trop serré pour remonter sur Paris pour moi, pour rentrer chacun de son côté avec les trains, les avions et tout. On a décidé d'abandonner, mais c'était génial. Et cette course-là, j'aimerais vraiment la refaire et je conseille vraiment à tout le monde de faire ça avec amis, famille, oncle et tante. Si tu veux, on se fait une équipe, Rosanne, ça me va. Mais c'était incroyable et formidable, génial, vraiment. Ça a l'air chouette. Puis tu vois, ton van, tu le décores, tu vois, puis tu peux trouver, tu trouves un nom d'équipe et tout. On peut se faire un slogan, une petite danse. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire en fait. Autour de ça, il y a plein de trucs à préparer. C'était une course géniale. C'est la magie de la course à pied, un sport qu'on pratique individuellement, mais alors quand on est dans des courses, même semi-marathon, juste d'être tous ensemble, même sur je dis semi, mais 5, 10, peu importe, et on est tous ensemble, il y a quelque chose de galvanisant. Puis dès qu'on fait des courses en équipe, moi la seule en équipe que j'ai faite, c'était l'Equiden,
marathon en relais à 6, c'est vrai que c'est magique de courir pour les autres en fait, pour soi. Et... Alors tu cours seul, que ce soit les Kiden, que ce soit des marathons, des semi-relais, tu cours seul finalement. Tu sens les autres qui sont avec toi. Mais tu cours pas que pour toi, tu cours pour tous les autres. Et ce sentiment d'appartenance à une équipe, je trouve que dans notre société actuelle, on en manque cruellement. Et ce savoir appartenir à un groupe, ça éloigne l'amorosité, ça éloigne le négativisme et ça fait du bien au cœur en fait. Et puis ça fait du bien au monde même, je pense. Exactement. Sur ces belles paroles, on va passer, je te propose, à la rubrique des questions tac au tac. Allez. Alors, donc comme tu écoutes les podcasts, puisque un petit peu, je me suis préparée. Pour l'anecdote, c'est vrai qu'on a commencé vraiment à discuter suite à ton écoute de l'épisode d'Antoine, de l'épisode 2, donc voilà, qui a marqué pas mal de monde, cet épisode. L'épisode d'Antoine et son aventure, le Pacific Crest Trail. Trail. Je ne connaissais pas cette course, ce chemin et en fait en tant que randonneuse aussi, parce que je me suis aussi depuis lancée dans la randonnée, j'aime beaucoup la montagne, cet épisode m'a passionnée. Antoine est quelqu'un d'incroyable et il a une voix aussi assez géniale, on prend plaisir à l'écouter et voilà, je te remercie parce que moi ça a été une belle découverte, ton podcast, le podcast d'Antoine, et du coup toi et moi en effet, on a commencé à discuter comme ça. C'est ça, donc du coup tu connais la rubrique des questions tac au tac. Donc le principe, du coup là j'ai 5 petites questions. Si t'as pas déjà répondu, il me semble à certaines, on va voir. Le principe c'est que tu réponds le plus instinctivement possible, le plus rapidement possible. Tu peux revenir sur ce que tu as sur ta réponse si t'as dit une bêtise. Mais voilà, ton plus beau souvenir sportif. C'est très difficile et c'est spontané. C'est vrai que là je viens de parler de la Runmate. Je vais garder le marathon d'Amsterdam. C'est vraiment... Il y a eu plein de beaux moments, mais cette médaille-là et cette ligne d'arrivée-là et ces larmes-là, elles ont une saveur toute particulière. Et c'est mon plus beau moment. Vraiment. C'est cohérent avec tout ce que tu as raconté tout à l'heure. Ce qui te motive aujourd'hui à continuer de pratiquer la course à pied? Alors là actuellement je ne pratique pas beaucoup la course à pied, je fais une grosse pause. Oui, bon, t'as des objectifs donc c'est toujours là. En 2020 voilà, j'ai des objectifs. Ce qui me motive et ce qui m'encourage à continuer, c'est le partage. Encore une fois, je ne fais pas ça pour les chronos. Je fais ça parce que ça me rend fière, parce que ça me construit, parce que ça m'aide à devenir une plus belle personne à mes yeux, à moi. Mais ça me permet aussi de partager beaucoup de choses avec les gens qui courent, avec les gens avec qui je partage mes courses sur Instagram. Et voilà, le côté humain, ça me motive énormément. Te permettre d'apprendre sur toi et puis Exactement. de nourrir humainement. En un mot, ce que la course à pied représente pour toi aujourd'hui? De l'amour. Ouais, c'est trop beau. J'adore. Je peux pas dire plaisir, je peux pas dire bonheur parce que c'est vraiment au-delà de ça, de l'amour. De l'amour pour un sport qui est ingrat parfois, mais qui t'apporte tellement. De l'amour pour les gens avec qui je le partage et de l'amour aussi pour moi, pour ce petit corps qui me permet de réaliser des choses dont sincèrement je me serais jamais cru capable avant et en fait dont je suis capable aujourd'hui. J'avais noté, je crois que c'était suite aux 20 km de Genève que tu as fait cette année, où tu avais écrit je ne suis pas tous les jours amoureuse de la course à pied, elle me malmène, me fait vivre de sales quarts d'heure et sape mon moral bien trop souvent, mais elle me fait quand même vivre ce genre de moments et voilà, pour ça tu l'aimes. C'est vrai, parce que les 20 km de Genève, donc c'est la dernière fois que j'ai couru, tu vois, je me suis pas entraînée depuis, j'ai pas fait d'autres courses depuis, c'était le premier week-end de novembre. Je suis retournée en Suisse, donc, où j'ai donc des beaux souvenirs avec la Runmate. Et en fait, cette course, elle était pas facile non plus parce que je me suis pas beaucoup entraînée, parce que la rentrée des classes a été très intense. J'ai déménagé, j'ai un double niveau, donc ça me demande beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et en fait, je suis arrivée en me disant, je vais pas finir, je vais pas y arriver, enfin comme d'hab quoi, à me détruire, à me saper, à m'auto-saper continuellement. Et en fait, je fais les 20 km bien. Je fais les 20 km en un chrono auquel je ne m'attendais pas, je les cours en moins de 2 heures.
et je finis sous une pluie absolument mais battante, mais avec un sourire béat, en regardant le ciel. La photo finish, c'est ma plus belle photo finish. La photo finish, j'ai été prise en photo par les photographes en train de regarder le ciel et en train de remercier toutes les gouttes de pluie qui me tombent dessus et à me dire, c'est pas grave, il pleut, mais c'était trop bien. Ouais, génial. Donc voilà la magie de la course à pied. C'est la magie de la course à pied. Et tout l'amour que ça peut engendrer, ouais. que tu partages, mais que ça t'engendre à toi ouais. et envers ce que tu peux ressentir. Ouais, c'est clair. Ton futur objectif sportif, donc on en a déjà parlé, c'est une question du coup. Secret. Mais c'est la Sénégazelle si on voit. Oui, alors il y a la Sénégazelle et puis tu vois, on parle de Genève, je ferai aussi le triathlon de Genève. C'est quand ? Au mois de juillet. Ok, voilà. Génial. J'hésite encore, je pense que je vais faire le M, parce que le L, c'est peut-être pas encore là tout de suite, mais un jour. J'ai dit que je ferais jamais d'Alpha Ironman, mais je ferai un triathlon L, peut-être un jour. D'accord. Et pour terminer, ta chanson inavouable quand tu fais du sport? Alors ça, je me suis préparée. J'avais vérifié quand même sur ma playlist en me disant qu'est-ce que tu vas dire pour cette question et cette réponse parce que je connais le podcast. Il y en a plein. Il y en a plein parce que des fois j'ai besoin d'une chanson mélancolique parce que je vais pas forcément bien mais que ça me fait du bien. Donc là je te dirais Ludovico Einaudi, je crois, Divinere. Ah oui, j'adore cette chanson. Elle me fait chialer mais elle me motive et elle m'a aidée pour beaucoup de choses dans plein d'étapes dernièrement. Ouais. J'adore aussi. Et aussi j'ai des chansons un peu inavouables. J'écoute des fois Lady Gaga et Beyoncé et j'aime bien la chanson Téléphone. Trop bien. Voilà. Écoute. Elle est pleine de, elle me fait kiffer. Une autre ambiance. Ouais, grave. Mais c'est génial. Mais écoute, Émilie, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, ça a été un plaisir aussi. Et puis, nous, on a un petit apéro qui nous attend. Donc, on va vous laisser. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir, Rosanne. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et peut-être que ce sera votre nom que je citerai dans le prochain épisode. On se retrouve sur Instagram @50 nuances de sport pour se tenir informé du prochain épisode et également sur la page Facebook du podcast. Et n'oubliez pas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme de financement participatif Tipeee dont je vous mets le lien en commentaire. Merci à tous et à très bientôt.